En ce moment, tu t'enjailles sans doute sur l'anime Bleach qui régale tout le monde. Mais Bleach, c'est aussi et surtout deux sagas mythiques que sont la Soul Society et la saga Arrancar. Aujourd'hui, il est question de te montrer comment le récit de ce grand shonen a évolué ainsi que ses personnages, comment Ichigo est passé de Shinigami remplaçant disrespect au boss tout KT confondu, comment Kurosaki a changé toute la Soul Society de l'intérieur et le Gotei 13, comment Aizen est passé du petit capitaine tout gentil à l'ennemi du monde entier, aka Brainmaster. En bref, on va parler de l'évolution de tous ces persos, de ses intrigues et des enjeux entre ces deux sagas. Alors avant de commencer, comme d'hab, on t'invite à liker en fin de vidéo si tu as kiffé, commenter et surtout t'abonner pour nous donner un max de force. Sur ce, let's go! Avec Ichigo, on découvre un héros qui dénote des autres héros de shonen. Il n'a pas ce côté idiot, insouciant qu'ont certains autres protagonistes légendaires comme Luffy, Naruto ou Goku. À l'image d'un Goku par exemple, il ne se bat pas par plaisir. Ce n'est pas un amoureux pur et dur du combat, il se bat seulement quand c'est nécessaire, pour protéger les siens. Une thématique qui est forte au personnage d'Ichigo. Ce qui compte principalement pour lui, c'est que les personnes qu'il aime sont en sécurité. Il ne poursuit pas de grands rêves comme devenir le roi des pirates ou un Hokage. Ichigo lui a un peu plus ce côté simple et posé. Dès le début de l'histoire, Ichigo n'est pas extérieur au monde des Shinigami, il voit les esprits. Cependant, dès qu'il va réellement entrer dans cet univers, il va réaliser l'écart entre lui, le Shinigami remplaçant, et les vrais Shinigami, comme des capitaines, à l'image de Byakuya ou des vice-capitaines comme Renji, qui vont totalement le maîtriser lorsque ce dernier tentera de les empêcher d'emmener Rukia. Après ça, il se rendra directement à la Soul Society avec l'aide de Urahara. Et là-bas encore, rebelote, il croisera la route de Gin, qui le recte, lui et sa team sans aucun problème. Et à partir de là, Ichigo et nous, spectateurs, on se rend compte de la différence de niveau entre lui et le reste des Shinigami. D'ailleurs, ces derniers le sous-estiment. En bref, au début, Ichigo, c'est clairement l'outsider. Mais tout cela va très vite changer, réalisant que si cet écart n'est pas comblé, il ne pourra pas secourir celle qu'il considère plus ou moins comme sa sœur. C'est à ce moment-là qu'Ichigo réveillera l'immense potentiel qui sommeillait en lui, en se tapant contre un troisième lieutenant aux allures de vice-capitaine, Ikkaku. Il enchaînera ensuite en recroisant la route de Renji. Ce combat sera serré mais finalement il l'emportera. Et c'est alors qu'il croisera ensuite la route d'un véritable monstre, Zaraki. Et là ce sera encore autre chose, Ichigo se fera dominer. Et alors que la route vers la victoire pour Ichigo semble bien mal embarquée, Zangetsu, l'esprit de son Zanpakuto, lui donnera les clés de la victoire, en lui disant que pour devenir plus fort, il devra se synchroniser avec lui. Ce qu'il fera, et grâce à ça, Ichigo arrivera à arracher la victoire à Zaraki, même si on peut considérer que c'est un match nul. En tout cas, énorme prestation d'Ichigo ici. Il était donné clairement perdant et pourtant, il a gagné. Le plus bluffant restera son entrée pendant l'exécution de Rukia. Il contrera le Sokyoku, maîtrisera 3 vice-capitaines sans même utiliser son Zanpakuto et il engagera le combat contre Byakuya. Il parviendra même à maîtriser le Bankai en un temps record. Et Byakuya n'en reviendra même pas. Bien qu'il parvienne à l'emporter sur Byakuya grâce à White, c'est une énorme masterclass d'Ichigo dans cet arc. Sa progression est tout bonnement incroyable. Au début de l'arc dans la Soul Society, c'est un nobody. Personne ne le considère réellement et à la fin, on sait qui est Ichigo. C'est le gars qui a battu un vice-capitaine et fait galérer à mort 2 des meilleurs capitaines du Gotei 13. C'est très rare qu'un protagoniste de shonen évolue autant dans un arc et particulièrement dans un arc de début de manga. Dans cet arc de début de manga, on nous introduit doucement à l'univers de Bleach et donc à la Soul Society, aux Shinigami et aux différents codes. De nombreux personnages qui ont l'air très balèzes nous sont dévoilés comme Yamamoto, Gin, Urahara ou Kyoraku, mais on ne s'étale pas non plus dessus. Mais ils vont se dévoiler petit à petit comme on va le voir plus tard dans la vidéo. Et on va découvrir une facette des Shinigami qu'on avait plus ou moins déjà vu avec Byakuya. Le Gotei 13 est composé de beaux enfoirés et c'est parfaitement montré avec le capitaine de la 12e division, Mayuri Kurotsushi. Et oui, les armées de la cour ne sont pas tous des mecs comme Kyoraku. Mayuri est un scientifique sadique, il est cruel, il n'hésite pas à sacrifier ses soldats, sa vice-capitaine, et il apportera en plus de ça du background pour Uryu, puisqu'il étudiait son grand-père et a fait avec lui toutes sortes d'expériences. Avec cette rencontre, on aura droit à la première apparition du Bankai et une idée du niveau de capitaine, puisque Uryu certes fait fuir Mayuri, mais non sans y laisser des plumes, puisqu'il sacrifiera ses pouvoirs Quincy pour pouvoir se venger. Avec ce combat et même pendant tout l'arc, on voit que chaque capitaine est complètement indépendant des autres et que leur valeur est loin d'être commune entre elles. Et ça fait un très bon groupe. Par exemple, concernant Gin, là, pas de doute possible. On se dit forcément que le gars est un antagoniste. Il est présenté comme sadique, comme quand il fait croire à Rukia qu'il va la sauver, mais on nous laisse un petit indice lorsqu'il part avec Aizen en demandant pardon à Rangiku. Et également la relation entre Tosen et Komamura, présentée comme deux bons amis. Komamura est sous le choc quand il apprend la vérité sur Tosen. Les graines ont été plantées et comme on le verra plus tard dans la vidéo, elles vont germer. D'ailleurs, en parlant de ces deux-là, voilà leur boss, Aizen. Sûrement le plus gros brain de tout le manga. La révélation de sa véritable identité est incroyablement stylée. On est sous le choc et on n'y croit pas. Lui qui s'est servi de façon abusée d'Inamori et a dupé tout le monde en préparant son coup depuis tant de temps. Sa puissance nous est teasée à la fin de l'arc lorsqu'il quitte la Soul Society. Il recte Komamura avec sa technique cercueil noir et stoppe Ichigo sans aucun problème. Clairement, à partir de là, la hype était au max sur Aizen et on avait qu'une hâte, revoir le perso. En tant qu'antagoniste principal, on pourrait peut-être penser à lui, mais en vrai, il y en a un qui a son mot à dire. On pense qu'à première vue, tout le monde a eu le même ressentiment envers Byakuya. On s'est dit, mais quel enculé. Le gars est dénué
dénué d'émotion. Il ne montre pas une seule once de tristesse quand sa sœur est sur le point de se faire exécuter, et il va même jusqu'à directement affronter celui qui l'a secouru, comme si son unique but était de mettre à genoux Ichigo, car ce dernier, le Shinigami remplaçant, a osé le défier lui, le capitaine de la 6ème. Il sera même indigné quand il verra qu'Ichigo a maîtrisé le Bankai en si peu de temps. Cependant, au fil du combat, Byakuya se rendra compte de la détermination d'Ichigo, que ce dernier se bat réellement pour protéger ceux qu'il aime. Ça provoquera chez lui un électrochoc. Finalement, on apprendra que l'ancienne amant de Byakuya était la sœur de Rukia, Isana. La dernière, avant de mourir, lui avait demandé de recueillir Rukia, mais en la faisant rentrer au sein du clan Kuchiki, Byakuya a enfreint une règle de Soul Society. C'est à partir de ce moment qu'il a décidé de ne plus enfreindre les règles, et donc de ne pas sauver Rukia. Mais pendant ce duel, Byakuya sera atteint par l'ardeur d'Ichigo. Cette ardeur lui fera comprendre que ce que combat le Shinigami remplaçant, ce sont ces mêmes règles que lui se refuse d'enfreindre. À ce moment-là, il comprendra que sauver Rukia aurait été la continuité du dernier souhait de Isana, et le capitaine de la 6ème était tiraillé entre deux promesses symboliques, ce qu'il regrettera au point de s'excuser auprès de sa sœur face à qui il fendra enfin l'armure. Dans cet arc, une relation très importante va énormément se développer, celle de Ichigo et Rukia. À la base, Ichigo c'est pas vraiment ce qu'on peut considérer comme un protecteur pour Rukia. Elle en sait bien plus que lui sur les Shinigami et sur le monde spirituel. Un lien va se créer dans le premier arc, l'arc du Shinigami remplaçant. Ichigo et Rukia vont peu à peu et vraiment sans s'en rendre compte s'attacher l'un à l'autre. Lien qui sera sur le point de se briser avec l'arc Soul Society, là où Rukia se verra ramenée à Soul Society par son frère Byakuya et son ami d'enfance Renji, en vue de s'y faire exécuter. Elle se fera emmener sous les yeux d'un Ichigo impuissant qui aura pourtant tout tenté afin de l'aider, mais en vain. Et là c'est le déclic. Ichigo ne peut pas laisser faire ça et se met en tête de tout faire pour sauver Rukia. Il se dépassera sans cesse en battant des ennemis de plus en plus forts pour finalement parvenir à la libérer en repoussant le Sokyoku. Elle-même n'y croyait plus et avait accepté son sort, se sentant coupable, pensant qu'Ichigo était mort par sa faute en voulant la secourir. Mais non, celui-ci est bien vivant et lui rappelle qu'il avait fait la promesse de la sauver, chose faite. Dans leur relation, Rukia semble plus mature et plus réfléchie qu'Ichigo. Mais à ce moment-là, Ichigo se devait de prendre le lead, car Rukia avait complètement sombré dans le désespoir, prête à mourir. Il y a une relation vraiment spéciale entre ces deux personnages, car à première vue, on pourrait se dire qu'Ichigo est un peu le grand frère de Rukia, la protégeant, mais Rukia a aussi ce rôle de grande sœur de Ichigo, le guidant et le soutenant dans les moments difficiles, même si dans cet arc de Soul Society, c'est Ichigo qui a tout fait pour elle. En bref, ces deux-là se complètent parfaitement, donnant lieu à l'une des plus belles relations de tout le manga. Et aussi, peut-être l'autre grosse masterclass de cet arc, Renji. Ami depuis l'enfance avec Rukia, il essaie d'être heureux pour Rukia lorsqu'elle se fait recueillir par les Kuchiki, bien qu'il sache que cela signifie qu'il ne pourra plus la voir. Mais il sait que c'est mieux pour elle d'être adoptée par une famille noble que d'errer dans les rues comme ils le faisaient tous les deux. En gros, c'est ça qu'on appelle l'amour. Renji, c'est un acharné. Le gars n'abandonne jamais. Après avoir été remis dans le droit chemin par Ichigo, il tentera de sauver Rukia en s'opposant à son capitaine, Byakuya. Et ça, même s'il sait que c'est quasi mission impossible. Il se fera évidemment rouster par Byakuya. On a parlé plutôt de la relation Ichigo-Rukia qui est magnifique, mais que dire de celle d'Ichigo-Renji? D'abord ennemi, puis ensuite rival, jusqu'à devenir alliés, ils sauveront Rukia ensemble. Ichigo permettant à Rukia et Renji de se réunir, et à partir de là, Renji deviendra le frérot sûr d'Ichigo. Un autre point qu'on peut noter et qui aura son importance dans la suite de l'histoire, c'est que dans le début du manga, Ichigo ne semble pas vraiment, à première vue en tout cas, se préoccuper d'Orihime. On a plus l'impression que c'est Orihime qui court derrière Ichigo. Mais dans la suite, et particulièrement dans le Wekomundo, on va voir que c'est pas le cas. À partir de l'arc Wekomundo, Ichigo n'est clairement plus le Shinigami qu'il était dans l'arc Soul Society. Après ses exploits face à Zaraki et Byakuya, on sait qui est Ichigo Kurosaki. Quand Grimmjow et ses hommes vont dans le monde des humains et qu'ils tombent sur Rukia, Renji, Toshiro, Ikaku et Yumichika qui étaient en patrouille, les Shinigami se font rouster. Et qui intervient pour débloquer la situation? Ce bon Kurosaki. Au passage, on peut dire que ça cimente un peu ce côté Ichigo là pour Rukia qui avait été mis en place dans Soul Society. Il parviendra non sans mal à blesser un Espada et plus tard il confirmera face à Yami, prouvant qu'il est de taille à les affronter. À partir de ce moment-là, on compte beaucoup plus sur Ichigo. Il prend du poids sur la Soul Society et comment cette dernière réagit. Elle prend en compte Ichigo dans ses décisions car elle sait l'importance qu'il représente et l'avantage de l'avoir comme allié. Comme quand il arrive face à Aizen, il est attendu. C'est le dernier rempart, l'homme sur lequel reposent les derniers espoirs. Le hub de puissance pour Ichigo est donc nouvelle rivalité en la personne de l'Espada numéro 6, Grimmjow Jaggerjack. Celui qui se revendique comme un roi va nous offrir une relation toute particulière dans cet arc, puisqu'après leur première opposition, Grimmjow n'aura qu'une obsession, affronter de nouveau Ichigo. Grimmjow se moque bien des projets de Aizen à partir de ce moment. Son seul but, c'est Ichigo. Ces deux-là sont vraiment la représentation parfaite du terme rivalité. On l'a déjà dit, mais Ichigo il surkiffe pas spécialement se battre. Mais avec Grimmjow, c'est différent. Il n'hésite pas à le charrier en lui disant qu'il va enfin lui donner un vrai combat, qui ont, jusqu'à leur dernière rencontre, toujours été interrompus. Grimmjow quant à lui fera preuve de respect envers Ichigo. Il enfermera Ulquiorra et fera soigner son rival par Orihime pour qu'il puisse avoir un combat digne de ce nom. Ils ne semblent pas être de réels ennemis dans leur dernière rencontre, mais vraiment deux rivaux qui se respectent l'un l'autre. Mais Ichigo mettra un terme à leur combat quand ce dernier estimera que ce combat a assez duré, accompagné des cris du cœur de Orihime. Et en dernier symbole de respect, il empêchera Grimmjow de tomber après qu'il l'ait mis hors jeu. Grimmjow Ichigo, c'est une relation simple mais diablement efficace. Mais évidemment, Ichigo a dû se confronter à un autre Espada, et non des moindres. Celui que vous avez sans doute tous apprécié à cause d'un combat mis à l'ordre des classiques, le meilleur, le légendaire Espada numéro 4, Ulquiorra Schiffer. Là, c'est l'exact inverse de Grimmjow. Ulquiorra s'oppose sur absolument tous les points à Ichigo, et en premier lieu à son désir de sauver Orihime, qu'il est incapable de comprendre pour une raison bien précise. Chaque Espada représente une facette de la mort, qui est une très bonne idée au passage, comme la destruction pour Grimmjow ou la vieillesse pour Baragan. Et pour notre cher Espada numéro 4, c'est le nihilisme. En gros, le rien. Il ne ressent rien, n'apprécie rien, ne croit en rien qu'il ne puisse voir de ses yeux, enfin tu as compris le délire. Il se moque bien d'être cruel, ou même juste, et est incapable de comprendre
comprendre l'entêtement de Ichigo qui est plus faible que lui et ne manquera pas de lui montrer lors de leurs affrontements. Sa relation avec Orihime est aussi toute symbolique. Il lui demandera si elle a peur une première fois parce qu'elle va sans doute mourir sans personne à qui se raccrocher. Et Orihime lui parlera du cœur et des sentiments, qui ne peuvent l'atteindre lui, qui ne croit qu'en ce qu'il peut voir. Et quand sa fin sera venue, il demandera à nouveau à Orihime si elle a peur de lui. Et alors qu'elle lui dit non, ce dernier semblera avoir enfin commencé à comprendre ce qu'elle entendait par cœur. Les sentiments exacerbés auxquels il a fait face ont fini par atteindre son cœur alors qu'il se désagrège. Et ouais, c'est beau. Pour se recentrer sur Ichigo, ici il fera sans doute face à l'adversaire l'ayant le plus surclassé. Après la première résurrection de Ulquiorra, Ichigo sera incapable ne serait-ce que de le suivre des yeux. Son masque de holo étant absolument inutile alors que quelques temps plus tôt c'est ce même pouvoir qui lui avait permis de battre un espada. Certes moins fort mais quand même. Ulquiorra veut absolument montrer l'écart de puissance qui les sépare et nous montrera sa résurrection Segunda Etapa. Et il tue. Oui, j'ai bien dit il tue le personnage principal. Bon, vous le savez, pas pour longtemps puisque le désir de protéger ses amis fera apparaître chez Ichigo un pouvoir surpuissant. Mais à quel prix? Sous sa forme de vaste lordé, Ichigo éclate Ulquiorra à l'aise mais blessera Uryu qui les avait rejoints. Ichigo n'a jamais été à ce point dos au mur. Lui qui est pourtant si juste sera même contrarié d'avoir vaincu Ulquiorra comme ça. Ces deux espadas ont pu mettre plusieurs choses en lumière chez Ichigo dans cet arc. D'une part, son empathie face à ses adversaires et notamment contre un Ulquiorra si loin de ses valeurs. Et aussi, il faut bien le dire, le glow up de sa puissance. Ses adversaires ont repoussé jusqu'à ses limites Ichigo qui se démarque encore puisque pour le héros, il se fait pas mal rouster et proprement en plus de ça. Mais avec Ulquiorra apparaît un point noir, la cohérence du classement des espadas. Bah ouais, on voit les espadas qui sont censés lui être supérieurs après qu'on les vu être un putain de monstre, qui se dit lui-même à cette place grâce à son incroyable capacité de régénération. Mais qu'on se le dise, dans ce combat, il a montré une sacrée force de frappe, donc on va voir ça tout de suite avec les autres espadas. Dans l'ensemble, ça reste un bon groupe d'antagonistes, mais il y en a quelques-uns qui ne représentent pas de danger alors que de base, cette organisation est là pour ça. Par exemple, peut-être le pire espada. Zomaris, c'est un énorme faire-valoir de Byakuya. Il est inutile pour nous, c'est une bonne grosse blague. Zayel et Aroniro ne sont pas spécialement marquants. Ce n'est pas des gars que tu vas spécialement retenir. Il y a également eu du gâchis avec Alibel, l'espada numéro 3. Tu te dis ok, là c'est le top 3, on commence à parler avec des sacrés persos. Et finalement, elle n'est pas impactante pour un sou. En quoi est-elle supérieure à Ulquiorra qui est 4ème? Et bah c'est pas son unique combat qui va répondre à cette question. Son combat contre Toshiro, Iori et Lisa n'est pas passionnant. On pensait que Toshiro l'avait battu, finalement elle revient pour se faire terminer par Aizen. Et on en profite juste pour dire que les Vizards en termes de combat c'est un peu décevant. On les a ramenés pour dire regardez ils sont là, hormis Hachi qui aura énormément servi puisque c'est lui qui permettra de vaincre Baragan. Pour ce qui est de Baragan, faut bien le dire, il en impose. Et ce qui est particulièrement cool avec lui, mis à part son pouvoir incroyable, c'est son passé. Puisqu'à la base il était le roi du Wekomundo et s'est fait têche par Aizen dès son arrivée. Et pour lui avoir volé son trône, ça oui, il le hait. Et avant de mourir, il essaiera même de le tuer, c'était sympa. On se doit également de revenir sur Stark. Lui en termes de combat, c'est sûr, ce n'est pas le plus flamboyant que t'aies vu. C'est censé être l'espada numéro 1, c'est un sacré statut, pourtant à aucun moment on ressent que c'est lui l'espada le plus fort théoriquement. Mais bizarrement, c'est pas si dérangeant. Le rythme du combat entre lui et Kyoraku est plutôt sympa avec cette ambiance un peu en mode combat de flemmard, puis son background rattrape le tout, avec tout cet aspect solitude du personnage dû au fait qu'il possède un Reiatsu tellement puissant que les gens s'approchant de lui tombaient KO, faisant qu'il ne peut compter que sur les linettes qu'il a lui-même créées. Tout ça, ça le rend sympathique, tu sens que le gars n'est pas un mauvais. Pendant le combat par exemple, il n'a pas spécialement envie de tuer Kyoraku, c'est juste un gars qui est un peu perdu, qui n'avait aucune compagnie, alors quand Aizen lui a tendu la main, il a accepté de rejoindre les espadas puisqu'il n'avait nulle part où aller. Ce perso divise pas mal au final, mais c'est un bon bout. Et bon, quant à Yami, là, c'est hors classement. On pensait qu'il était nul et il te sort sa forme géante. Ce n'est pas vraiment un mauvais perso, au moins il reste toujours plus intéressant que Zomari ou Aroniro. Genre, il se passe un truc quoi. Quand il devient géant, tu t'y attendais pas, mais bon, c'est pas non plus le perso du siècle. À la limite, il est marrant quoi. Dans Soul Society, on nous introduit des persos qui avaient l'air super balèzes, mais sans vraiment nous le montrer. Ici, c'est fait. Des personnages comme Kyoraku qui nous dévoilent ses techniques dans le combat contre Stark, qui sont des références à des jeux comme son Kage Oni ou celui qui fait un pas sur son ombre père, ou encore le Hiro Oni basé sur la couleur. Il y a la puissance de Yamamoto qui nous est plus ou moins montrée, même si c'est un peu décevant. Les Vizards, comme on l'a déjà dit, et notamment Shinji avec son Shikai qui permet d'inverser l'essence. Ishin, même si ce dernier nous a pas été teasé parce que c'est une révélation dans l'arc. Urahara également qui amènera même à la défaite de Aizen en le scellant. Bon, pour certains ce n'est qu'un avant-goût comme Urahara, Kyoraku ou Yamamoto car leurs Bankai nous seront dévoilés plus tard. Un autre point différent entre ces deux arcs qui montre une évolution, c'est que dans l'arc Soul Society, il y avait ce côté en mode la Soul Society n'a besoin de personne. Il renie un peu Ichigo en mode ce n'est qu'un simple Shinigami remplaçant, et finalement cette vision évolue. Les deux arcs ont un lien particulier puisque les ennemis de Ichigo sont devenus ses plus fidèles alliés. À la base, Yamamoto n'aimait pas impliquer les étrangers dans les affaires de la Soul Society, mais l'arrivée de Ichigo a tout fait basculer, et maintenant il n'hésite pas à faire appel à lui. On peut aussi souligner le fait que dans la bataille de Karakura, Yamamoto n'a apparemment pas suffi pour vaincre Aizen. Il a été neutralisé par Wonderwise qui est parvenu à limiter sa puissance. On ne va pas se mentir sur ce point, c'est une petite quenelle que Kubo nous a glissé parce qu'en soi, avec sa puissance dévastatrice, Yamamoto aurait pu allumer tout le monde. Et c'est un peu le problème quand tu crées un perso aussi fort. Ça peut devenir un poids car il suffit qu'il débarque quelque part pour régler le problème. Et donc ça peut gâcher des intrigues. Ça reste dommage que Yamamoto n'ait pas eu un réel combat. Et donc, comme on vient de parler du capitaine commandant, parlons maintenant de ses capitaines. Tous les capitaines ne sont pas logés à la même enseigne. 4 d'entre eux seront envoyés au Wekomundo, Byakuya, Zaraki, Mayuri et Unohana qui ne se battra pas réellement. Les 3 premiers vont quant à eux s'occuper respectivement d'un espada. Zaraki ira à la rencontre de Noitra qui dominait alors Ichigo. Du Kenpachi dans le texte, ce combat, Zaraki n'évolue pas particulièrement mais c'est toujours un kiff. Le combat est acharné et Kenpachi laisse des plumes au point que même Yashiro sera surprise face à un Noitra qui se trouve être à l'origine de la perte de mémoire de Nel avec l'aide de Zayel. Celui-ci qui donnera un de ses combats les plus difficiles à Kenpachi. Et on finira par apprendre que Zaraki avait appris le kendo, à savoir se battre avec son sabre tenu à 2 mains. Et ça donnera un très bon final pour ce combat. Côté Mayuri, duel de scientifiques assez court mais très symbolique pour le personnage. Au-delà d'un affrontement physique, c'est un combat d'idées puisque Zayel est un malade de la perfection à tout prix.
intrigue. Quant à lui, Mayuri estime que la science n'a pas lieu d'être si la perfection existe. Et comme un symbole, c'est aussi la science qui aura raison de Zayel. Un combat idéologique qui rayonnera jusque dans le dernier arc du manga, donc chapeau Kubo. Et enfin, on voit une claire évolution du personnage de Byakuya. Rien à voir avec le Byakuya de l'Arc Soul Society. Il a retenu les enseignements indirects de Ichigo. Il n'a plus ce côté vaniteux mais garde toujours cette même classe et cette confiance en lui. Le capitaine de la 6ème va plus que jamais honorer sa promesse faite à Isana. D'ailleurs, ici, ce dernier viendra la sauver en mettant en boîte Zomari sans réellement de problème. On fait face à un Byakuya plus calme que jamais et qui se bat désormais pour une cause juste. Une belle évolution de perso comme on aime. Plutôt on évoquait le fait que Ichigo ne se souciait pas spécialement de Orihime, du moins à première vue. Ici on voit que c'est clairement pas le cas. Leur relation dans cet arc a clairement pris un tournant. Comparé à l'arc Soul Society, ici l'interaction entre Ichigo et Orihime est bien plus présente. Dans cet arc, Orihime a été capturé par Aizen et surveillé par Ulquiorra. Un peu à l'image du sauvetage de Ruka dans Soul Society, c'est le même schéma. Ichigo fonce sans hésiter dans le Wekomundo afin de sauver Orihime. Avant c'était surtout Orihime qui se souciait de Ichigo. En tout cas c'est ce qu'on nous montrait, mais ici Ichigo répond à cette relation qui semblait un peu à sens unique et on sait sur quoi ça va déboucher au final. Il y a également les bras droit et gauche d'Aizen, Gin et Tosen. Pour Gin, un bon gros brain aussi celui-ci. Alors qu'on le voyait comme l'enfleur numéro 1, le sadique par excellence, pendant toutes ces années ce dernier se tenait aux côtés de Aizen, conservant son sourire mais pourtant ne laissant pas transparaître ses véritables intentions. Il a obéi aux ordres d'Aizen pendant tant d'années et faisait mine d'être son bras droit, et tout ça dans un seul but, venger Rangiku. Cependant, malgré tous ses efforts, il ne parviendra pas à éliminer Aizen. Dans ces derniers instants, il reverra Rangiku mais aussi Ichigo, déduisant qu'il est finalement prêt pour affronter Aizen. Quant à Tosen, sa fin est touchante avec cette sorte de rédemption avec Komamura. On ne s'est pas assez attaché à ce duo Tosen-Komamura pour être réellement touché, même si ça reste pas mal. Finalement, il se fait terminer par Aizen. Ce dernier avait demandé à Aizen de l'éliminer si jamais il changeait d'idéologie. Voilà, maintenant c'est fait. Malheureusement, cet arc a laissé quelques personnages clés sur le bord de la route, et là on pense particulièrement à Rukia et Renji. Pour la première, très peu d'interaction avec Ichigo, si ce n'est quand il la sauve face à Grimmjow et quand ceux-ci font route vers Las Noches. En solo, elle affrontera Aroniro qui aura pris les traits de son ancien mentor Kaien Shiba, sympa mais assez oubliable. Pour Renji, c'est assez dur puisque quasiment aucune interaction avec Ichigo, et en solo, ce n'est pas franchement mieux. Il termine Hill for Grant et se bat contre son frère Zayel sans vraiment être impactant puisque c'est Mayuri qui le vaincra en 2 spi. C'est assez regrettable quand on voit ce qui a été fait sur le personnage dans l'Arc Soul Society. Ça donne un peu une impression de je n'ai plus rien à dire sur Renji, et ça le ramène à un personnage bourrin alors qu'il est aussi très bien écrit à la base. C'est dommage pour le chien fou du Rokongai. Bon et maintenant, la fin de cet arc ça dit quoi? Bon, Mugetsu tout ça tu connais, il y a plusieurs masterclass dans cet arc et c'est symboliquement Aizen et Ichigo qui en sont à l'origine. Dans l'Arc Soul Society, on se concentrait principalement sur cette dernière et sur les Shinigami. Là, avec Aizen, on s'ouvre à de nouveaux horizons. La découverte de la holomorphose, du Wekomundo rempli de holo. L'univers s'émancipe et donc avec ça suit logiquement l'augmentation des niveaux de puissance. On va commencer par Aizen. On vous disait qu'à la fin de Soul Society, on voulait revoir absolument le personnage en action. Et ben il s'est pas manqué. Il va terminer le Gotei 13 et les autres forces en place dans le plus grand des calmes. Les différents capitaines présents lancent un assaut sur lui et Toshiro symboliquement le transpercera. Dans les faits, ils étaient tous sous l'emprise de Kyoka Suigetsu. Et alors que Ichigo gueulera comme un ouf leur demandant qu'est-ce qu'ils foutent, c'est Inamori que Toshiro transperce. Et là c'est parti. Ils se mettent à attaquer Aizen tous ensemble mais se font avec sans aucun souci. Encore un brain pour l'ancien membre du Gotei 13. Après sa fusion avec le Hogyoku, Aizen qui est normalement très calme va devenir de plus en plus fou et en parallèle de ça, Ichigo qui est plutôt l'image de la fougue de la jeunesse va revenir de son entraînement plus calme et serein que jamais. C'est assez dingue. Le personnage ne change pas spécialement de style, pas de giga transfo de malade, mais juste une gueule. Et mes aïeux, quelle gueule. Il est sûr de ses capacités et ça tu le comprends quand il demande à Aizen d'aller se battre plus loin. Question qui n'en est en fait pas une puisqu'il grappe direct la gueule d'Aizen et l'emmène avec lui où il le finira. Franchement, l'évolution d'Ichigo c'est de la très haute voltige. Et on l'avait déjà dit mais il dénote vraiment des autres protagonistes de shonen. Tu l'auras compris, Ichigo c'est un personnage à l'évolution incroyable. Et ça, pendant tout le long des 2 sagas. Son rôle dans la saga Aizen, il est allé le chercher dans l'Arc Soul Society. Sa place, il ne l'a pas volé et le développement qui l'accompagne est plus que logique. Il fait sens avec ce qu'il montre dès le départ, alors qu'il n'était qu'un humain qui voyait des fantômes. On en a déjà parlé mais c'est ce côté du personnage qui n'a pas de grand but qui rend ses actions si grandes et impressionnantes. Et donc, c'est tout ce qui gravite autour de lui qui font que les 2 sagas diffèrent. Aussi bien les personnages que l'ambiance. La première, Soul Society, est remplie de découvertes à tous les niveaux. On est direct plongé dans un arc de grande envergure et qui nous montre tous les codes de l'univers de Bleach. Côté saga Arrancar, c'est l'avenir du monde qui est en jeu avec un véritable ennemi en la personne de Aizen. Avec cette saga, comme on l'avait dit pour la grande guerre ninja de Naruto, l'univers s'étend, les personnages se développent et on en découvre surtout beaucoup d'autres. Et là encore, on est en droit d'être déçu du traitement de certains comme Yamamoto ou encore Renji. Et au Soul Society c'est très palpitant, ça ne s'arrête jamais. Bah là il arrive à plusieurs reprises dans cette saga face à Aizen qu'on est face à des passages pas fous ou pas à la hauteur d'un tel conflit. Mais finalement c'est le credo de ce type d'arc. Tu peux pas toujours tout gérer, donc les temps forts éclipsent certains moments moins palpitants, à l'image d'un Ulquiorra qui fait passer les 3 espadas supérieurs derrière lui. Dans l'ensemble, l'évolution du récit entre Soul Society et le Wekomundo est cohérente. Le brain d'Aizen prend tout son sens et on sent réellement le début d'une grande intrigue à Soul Society avec le bail du Hogyoku dans le corps de Rukia et la conclusion de celle-ci à la fin de la bataille de Karakura avec la défaite d'Aizen due à ce même Hogyoku qu'il n'arrivait plus à contrôler. Tous les événements qui s'y passent se succèdent comme il faut, avec des bons développements de perso malgré certains points noirs comme on l'a dit, mais aussi le développement des enjeux et leurs conclusions. Et ça fait plaisir de voir un tel enchaînement qui est bien réussi. Bref, comme dirait un grand homme, encore une Kubo Masterclass sur ce développement de récit qui a commencé dans un arc et qui finit dans un autre. Bon sur ce les gars, si ça vous a plu, le petit like, le petit abonnement, ça nous donne de la force et sur ce, à la prochaine.